Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous aimez les contes de fées? Oui? Bande de gros malades. Aujourd'hui, on va se pencher sur ceci, Contes et histoires du temps passé avec des moralités, publié en 1697, plus communément connu sous le nom des contes de Charles Perrault. Et bien que les contes dans ce recueil sont mis sous le nom de Charles Perrault, ils relèvent de traditions beaucoup plus anciennes que le XVIIe siècle. Toutes ces histoires, qu'on connaît sur le bout des doigts depuis qu'on est gosse, doivent remonter à la moitié du Moyen-Âge au moins. Elles étaient déjà racontées dans les chaumières des campagnes lors des veillées au coin du feu, et ont été transmises de génération en génération, le plus souvent par transmission orale. Et ce sont ces contes des temps anciens que Charles Perrault a récupérés dans ses écrits, en n'oubliant pas d'y ajouter les petites moralités pour enfants sages. Membre de l'Académie française, Charles Perrault était un auteur classique du XVIIe siècle très prolifique. Les contes qu'on lui attribue ne représentent qu'une infime partie de son œuvre. Pourtant, quand on prononce le nom Perrault, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Pour écrire son fameux recueil, il compile des légendes et contes populaires issus des campagnes qu'il regroupe sous le nom des contes de ma mère Loi. Cette fameuse mère Loi, auquel le titre fait référence, était une allégorie de la figure des conteuses dans les campagnes. Traditionnellement, une vieille femme, doyenne de la famille, qui était chargée de transmettre à la lueur du feu le soir les contes et récits traditionnels destinés aux enfants. Et non pas, comme je l'ai longtemps cru, une espèce d'animal fabuleux ou de... mutant, qui aurait soufflé à Perrault l'idée de ses contes. Oh, glorieux palmipède, confie-moi tes secrets. Anecdote imaginaire venant rajouter une petite touche de merveilleux dans une œuvre qui, on verra, n'en manque déjà pas trop. Ah oui, d'ailleurs, une petite information qui pourrait se révéler pratique. En littérature, il ne faut pas confondre le merveilleux avec le fantastique, qui sont deux registres littéraires totalement différents. Dans le fantastique, on va être dans le type d'histoire où l'intervention du surnaturel, avec des fantômes, des monstres, etc., va provoquer chez les protagonistes l'effroi et le doute. Alors que dans le merveilleux, il y a aussi intervention du surnaturel, mais là, les personnages en ont rien à foutre. Je veux dire, de la magie, des fées, des animaux qui parlent, tout ça, dans le registre merveilleux, c'est tout à fait normal et accepté. Un exemple, si une bonne femme ouvre un garage automobile dans son potager, un clochard parle à son chat et que celui-ci lui répond, ou qu'une petite vieille ouvre une garderie pour enfants dans sa maison tout en sucré un pain d'épices et que les protagonistes sont comme ça... Ouais. Voilà, là, vous êtes dans le merveilleux. Ouais, c'est ce que je vois tous les jours. Et si aujourd'hui ces charmants contes de fées nous évoquent de douces sensations en nous rappelant les petites histoires guirettes et bon enfant qu'on nous lisait quand on était gamin, quand on lit les contes de ma mère Loi originaux, on est content d'en avoir connu que les adaptations de chevet ou les versions Disney. Les contes de fées à l'époque, et pas seulement ceux de Charles Perrault, c'était pas fait pour amuser les gamins. C'était gore, violent, macabre, glauque, cruel, sordide, toutes les entrées du dictionnaire des synonymes pour le mot hardcore. Et ce sont ces purs chefs-d'œuvre de l'horreur que je vous propose dans cet épisode de revisiter un par un. Alors avant de continuer, je tiens à préciser que nous n'aborderons pas ici tous les contes de fées connus, nous ne parlerons que des contes français de Charles Perrault. Nous ne parlerons pas ainsi des contes allemands des frères Grimm, ou des contes danois de Christian Andersen, tels que par exemple La Reine des Neiges ou La Petite Sirène. Dans lequel on retrouve les aventures d'une jeune sirène vivant au fond de l'océan, fascinée par le monde des humains où elle retourne souvent pour observer les marins à la surface. C'est à cette occasion qu'elle tombe amoureuse d'un prince qu'elle a sauvé de la noyade après le naufrage de son navire. Malheureusement, lorsque celui-ci se réveille, elle est contrainte de s'enfuir pour dissimuler sa nature de sirène, alors que l'élu de son cœur a à peine eu le temps d'entendre d'elle le son mélodieux de sa jolie voix. La petite sirène fait alors appel à la sorcière des mers et lui demande de lui donner une paire de jambes humaines pour pouvoir aller retrouver son bien-aimé à la surface. La sorcière accepte, mais exige en échange la voix enchanteresse de la petite sirène pour pouvoir sceller le pacte. Elle emploie alors sa magie maléfique pour retirer à la sirène sa jolie voix et... Attends, mais c'est quoi ces conneries? Non, non, non! Non! Elle lui arrache la langue! Proprement, hein? Ok, déjà ça donne un peu le ton. Grâce à ses jambes, la petite sirène parvient à remonter à la surface. Malheureusement, pas de bol, désormais devenue muette, son prince ne la reconnaît pas comme étant la femme à la voix mélodieuse qui lui a sauvé la vie. Il finit par se persuader d'avoir trouvé la propriétaire de cette voix en la personne d'une femme de la ville voisine qui l'épouse en grande pompe, laissant notre pauvre petite sirène le cœur brisé. La sorcière des mers, on sait pas trop ce qu'elle vient foutre là, propose alors à la petite sirène un ultime marché. Elle accepte de lui rendre sa queue de poisson pour qu'elle puisse retourner vivre au fond de l'océan, si celle-ci accepte en échange de tuer le prince pour lequel elle l'a sacrifié. Mais la petite sirène qui aime encore son prince malgré tout ne peut se résoudre à un tel geste. Elle choisit à la place de se suicider en se jetant à la mer où elle se dissout intégralement dans l'écume des flots. Ah, mais c'est pour ça qu'il avait appelé Ariel dans la version Disney alors. D'ailleurs, en parlant du dessin animé, je me demande à quoi ressemble la fin s'ils avaient voulu coller au maximum au conte d'origine. Le bar et le sprat se marrent et s'éclatent. Vas-y, souffle mon doudou. Voilà, et dans son genre, la Reine des Neiges, c'est pas mieux. La Reine des Neiges, à l'origine, c'est pas du tout la souveraine d'un royaume du Nord qui s'exile dans un château de glace par peur de faire du mal à ceux qu'elle aime. Non, 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 dans le conte d'Andersen, c'est une véritable sorcière qui retient les enfants prisonniers dans son château pour les bouffer, j'imagine.
Écorché, étripé, je vais bien me régaler, mutilé, ébouillanté, avec un petit rosé. Donc voilà, mais tout ça là, on n'en parlera pas. Ah bah heureusement qu'on en a pas parlé. Non mais c'était une prétérition. Mais c'est toi la prétérition! Voyons pour commencer une des histoires les plus emblématiques, le conte du petit chaperon rouge. Donc vite fait, une gamine coiffée d'un chaperon rouge apporte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère qui vit au milieu de la forêt. Sa mère la laisse partir, mais elle est tout de même en garde que le grand méchant loup rôde dans la forêt. Voilà, ça c'est le pitch de base à peu près commun à toutes les versions du conte. Sauf que dans la version originale, le petit chaperon rouge n'arrive jamais chez sa mère grand. Le loup lui indique simplement une mauvaise direction, elle se paume complètement dans la forêt et cette sale bestiole n'est plus qu'à la rattraper et à bouffer la fillette dans un coin à l'abri d'un regard. Moralité les enfants, n'adressez jamais la parole au loup que vous ne connaissez pas. C'est sale bête. Ou alors évitez de goûter à la galette que vous étiez censé apporter à votre mère grand. Dedans il y a ces médicaments qu'elle prend plus depuis 2 semaines. Alors poupée, on se promène? Oui, monsieur le blaireau, Tu m'as traité de quoi là? vous avez de grandes grilles. Mais dans la version de Charles Perrault, le loup à la place court chez la grand-mère, la dévore et enfile ses vêtements pour se faire passer pour elle. Non mais sérieusement, comment elle a pas pu s'en rendre compte? C'est une paire de binocles qu'il lui fallait pas un petit chaperon rouge. Quand le petit chaperon rouge arrive, le loup lui demande de poser le panier sur la table, de se déshabiller et de venir se glisser dans le lit avec lui. Après bon, la suite est hyper connue, que tu as de grandes oreilles, que tu as un grand nez... Ouais, et puis accessoirement que tu as aussi une belle fourrure, que tu as 2 belles pattes sans pouces opposables et que tu as une grosse... Tant qu'on y est aussi, mais bon, ouais, on en est plus là. Que tu as de grandes dents, c'est pour mieux te bouffer. Et c'est tout. Ça se termine comme ça. Donc, moralité sous-jacente, une bonne paire de binocles, ça peut sauver la vie, alors ayez le bon réflexe, consultez un bon ophtalmo. Pourtant, bah c'est vrai, quand on pense à la fin du petit chaperon rouge, on a plus souvent tendance à penser à cette version un petit peu abracadabrantesque et what the fuck, dans laquelle un chasseur se pointe, ouvre le ventre du loup, en sort le petit chaperon rouge et la mère grande toujours vivante et encore intacte. Cette version-là, en réalité, elle provient des contes des frères Grimm, 2 conteurs allemands, qui avaient très certainement préalablement fumé l'intégralité de la tapisserie narrant les exploits de feu leurs glorieux ancêtres à la bataille de Tannenberg pour nous avoir pondu un truc pareil. Non mais franchement, le merveilleux, je veux bien, mais y a des limites à prendre les gens pour des cons, là. Passons maintenant au conte de Barbe Bleue. Le pitch, une jeune femme dans un village accepte la demande en mariage d'un riche seigneur qui a pour particularité physique d'avoir une barbe entièrement de couleur bleue, truculente pigmentation de pilosité qui n'a absolument aucun rapport avec l'histoire. Non mais franchement, hein, aucun rapport, ça n'influe absolument pas sur le cours du récit. Le type aurait bien pu s'appeler sourcil kaki, moustache violette à pois jaune ou même poil de cuir arc-en-ciel, que ça aiderait rien changer. Enfin bref, toujours est-il qu'un jour, le baron part en voyage et confie à son épouse les clés du château. Il l'autorise à aller où elle veut, d'ouvrir toutes les pièces, excepté une seule, un petit cabinet fermé à double tour dans lequel il lui défend absolument d'entrer, quelle qu'en soit la raison. Je parie que c'est là où il cache ses pornos. Piquée par la curiosité, la jeune épouse décide tout de même d'enfreindre la règle et d'ouvrir la porte du cabinet, à l'intérieur duquel elle découvre les corps égorgés des épouses précédentes de Barbe Bleue accrochés au mur. Oh merde, ils ont trouvé sa garçonnière. À son retour, le baron s'en rend compte et menace de tuer son épouse qui en sait désormais trop. Haha, fais tes prières. Bon, mais ça va prendre un peu de temps. Ok, pas plus de 2 minutes. Elle profite alors de son isolement pour demander à sa sœur Anne de monter en haut du château pour voir si ses frères, 2 chevaliers, ne sont pas en route pour venir la sauver, prononçant alors que Barbe Bleue s'impatiente la célèbre phrase « Sœur Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» 3 fois. Puis finalement, les 2 frères arrivent, attaquent Barbe Bleue et le tuent. Fin. La prochaine fois, tu les enterreras dans le jardin, comme tout le monde. Dans ce conte-ci, exceptionnellement, Charles Perrault nous délivre non pas une, mais 2 morales. Première morale... Qu'est-ce que ça craignait le Moyen-Âge, putain? Ce conte avertit en réalité des dangers des mariages arrangés, à une époque où les unions étaient réglées entre les chefs de famille pour des questions de pouvoir, de prestige ou de pognon, les jeunes épouses n'avaient absolument pas leur mot à dire et ne connaissaient pratiquement rien de la vie intime de leur fiancé avant de le rencontrer le jour des noces. Elles pouvaient tomber sur à peu près n'importe quoi, alcoolique, violent, jaloux, volage, c'était un peu... le tourner-manège de l'horreur. Et maintenant nos 2 tourtereaux vont se lever et se découvrir l'un à l'autre. Félicitations aux jeunes mariés, nous leur souhaitons tous une vie remplie de bonheur et de tranquillité. Shit. Quant au truc des épouses assassinées par leur mari, ben finalement c'était quelque chose d'assez commun en ce temps-là. Rappelons-nous, on était à une époque où même si les époux n'étaient pas très compatibles entre eux, il était très difficile de divorcer et de se remarier aussi facilement que ça, ne serait-ce qu'à cause des pressions religieuses, sociales, familiales, etc. Il était alors très fréquent que les femmes mariées soient victimes de leur mari d'accident, ce qui permettait à leur époux de récupérer leur dot et de se remarier avec des femmes plus jeunes. Et c'est de là que découle notre deuxième morale. Pour résumer dans ce conte, nous avons une jeune femme, épouse d'un homme autoritaire qu'elle connaît à peine, qui décide de braver ses interdits, découvre qu'il est un tueur en série et manque de se faire tuer lorsque celui-ci se rend compte qu'elle en sait trop. Quelle est la morale que Charles Perrault cherche à nous faire passer avec cette histoire? La curiosité est un vilain défaut. Va juste bien te faire foutre. Traduction mesdemoiselles, peu importe que votre homme soit potentiellement un tueur psychopathe, laissez-le avoir son petit jardin secret. Il y a d'ailleurs toute une controverse pour savoir quel personnage historique aurait bien pu servir d'inspiration pour la figure de Barbe Bleue, controverse qui n'est d'ailleurs pas exemple de certains enjeux patriotiques. Du côté des Français, par exemple, on penche pour le baron Gilles de Ré, un ancien capitaine de Jeanne d'Arc pendant la guerre de 100 ans, qui fut arrêté, jugé et brûlé sur le bûcher sur des accusations probablement mensongères d'avoir enlevé, torturé, violé et tué de jeunes enfants.
Ouais, pas grand chose à voir avec les meurtres d'épouse donc. Par contre, les chroniques de l'époque le surnommaient bien Barbe Bleue. Pourquoi ça, ben, on n'en sait rien. Tandis que du côté des Britanniques, on privilégiait plus la thèse d'Henri VIII. Souverain d'Angleterre du début du XVIe siècle a la réputation extrêmement cruelle, lui tue 6 épouses et en fait exécuter 2, et non toutes, comme on le dit parfois, sur de fausses accusations d'adultère pour pouvoir se remarier derrière. Outre ce charmant passif conjugal, cette théorie est supportée par l'apparence physique d'Henri VIII, qui ressemblait assez à l'idée qu'on pouvait se faire de celle de Barbe Bleue. Comme le méchant du conte, Henri VIII lui aussi était barbu, obèse voire massif, assez laid, repoussant, menaçant et... Nique la véracité historique. Enfin bref, la question n'est pas tranchée et le débat fait encore rage. Passons maintenant au conte de Cendrillon. Cendrillon est une jeune fille qui, quand elle ne taille pas la causette avec les piafs, se fait martyriser par ses 2 belles-sœurs et sa belle-mère tyrannique. Ah, dans les contes de fées, il y a vraiment des antagonistes qui foutent froid dans le dos, hein. Ogre, sorcière, méchante fée... Belle-mère. Désespérée parce que sa méchante belle-mère lui interdit d'aller au bal et parce qu'elle n'a rien à se mettre, Cendrillon fait appel à sa marraine la bonne fée, qui lui crée une robe à partir de guenilles, utilise une citrouille pour la transformer en carrosse et des souris pour les transformer en valets et en chevaux. Ok... Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi bou. Marraine, t'as mangé ta galette ce matin? Sans oublier bien sûr les fameuses pantoufles de verre. Il y a d'ailleurs toute une controverse pour savoir si les pantoufles de Cendrillon étaient en verre, VE2RE, un matériau assez fragile qui se serait cassé au premier pas, ou en verre, VAIR, une sorte de petit écureuil dont la fourrure était utilisée pour la confection des chaussures. C'est tellement... avant-garde, je suppose. Elle peut alors partir au bal, mais la fée la prévient que les effets de sa magie se dissiperont à minuit pile. Arrivé au bal, les charmes de Cendrillon sont tout de suite remarqués par le prince, qui l'invite à danser toute la nuit, ils s'embrassent, etc. Jusqu'à minuit où Cendrillon est contrainte de fuir avant que le sort ne se dissipe, laissant derrière elle une pantoufle de verre qu'elle a laissé tomber dans sa fuite. Le prince la récupère et pour retrouver Cendrillon, décide de faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume, estimant que seul un pied fin et gracile pourra se glisser parfaitement dans la pantoufle. Parce que c'est bien connu que les chausse-pieds c'est fait pour les chiens. Aucune fille n'y parvient, excepté Cendrillon, qui, à la surprise de sa belle-mère et de ses 2 belles-sœurs, parvient à glisser son pied dans la pantoufle, se révèle être la femme du bal, le prince l'épouse, fin... Vraiment. Ça en fait c'est seulement la version censurée du conte, parce que si on rétablit les faits et qu'on relit le conte original, la fin est putain de gore. Alors je vais vous épargner la version un peu hardcore des frères Grimm dans laquelle les 2 belles-sœurs n'hésitent pas à se tailler dès le pied pour le faire rentrer dans la pantoufle, et à la fin de laquelle, lors du mariage de Cendrillon et du prince, elles sont forcées de danser avec des chaussures en fer chauffé à blanc jusqu'à ce que mort s'ensuive. Putain, c'était qui ce prince Geoffrey Baratheon? Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher des idées de supplice comme ça? J'ai fait ça à mes belles-sœurs le jour de mon mariage. Mais bon, rassurez-vous, la version de Charles Perrault est un peu plus soft et édulcorée, puisqu'à la fin, les 2 belles-sœurs ont seulement les yeux crevés par des moineaux. Ouch. Les sociaux, ils vont vous picorer à mort. Encore une fois, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher des idées pareilles? J'ai aussi fait ça à mes belles-sœurs. Mais c'était pas avec des moineaux. Passons maintenant au conte du Chaboté. Un meunier, père de 3 enfants, décède et laisse en héritage à ses garçons ses maigres biens, respectivement le moulin pour l'aîné, l'âne pour le benjamin, et pour le cadet... le chat. J'ai été adopté, c'est ça? Ouais. Mais le chat qui a plus d'un tour dans son sac demande à son maître... Ah oui, parce qu'il parle, oui. Non mais attendez, mais sérieusement, mais comment c'est possible d'un truc pareil? C'est le merveilleux. Le chat qui... parle donc, demande à son maître de lui confectionner des bottes en cuir, en échange de quoi il l'aidera à devenir riche sans bouger le petit doigt, en se faisant passer pour un noble au titre imaginaire, le marquis de Carabas. Et il concocte pour cela un plan bien ficelé. Il offre du gibier au roi en son nom, il le fait se baigner tout nu dans la rivière pour faire croire que des brigands ont dérobé ses riches vêtements, il menace les paysans de les écorcher vifs si jamais ils ne disent pas que leur terre appartient à son maître, il réquisitionne le château d'un ogre qu'il dévore après l'avoir forcé à se transformer en lion puis en souris, et ainsi le jeune meunier, devenu marquis, peut prendre possession des lieux, il accueille somptueusement le roi, la princesse tombe amoureuse de lui, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, vécurent heureux, etc., etc. Jusqu'au jour où la vérité fut découverte. Monsieur le marquis tomba alors en disgrâce et fut embastillé pour, respectivement, usurpation d'identité, intimidation et menace, meurtre avec préméditation et appropriation illégale du bien d'autrui. Après, la rumeur veut qu'il tenta de plaider à la folie en faisant croire que c'était le chat le cerveau du crime, mais bon. Non, je plaisante. Enfin bref, c'est là le récit d'une ascension sociale fulgurante d'un type qui avait réussi sa vie grâce à son chat. Un type qui devient riche et reconnu en faisant faire des trucs bizarres à son chat. Ah, c'est tellement irréaliste. Enfin après, grâce à son chat, oui, mais aussi un peu grâce à l'illégalité. C'est vrai que quand on creuse un peu, on se rend compte que ces soi-disant contes pour enfants sages ont parfois des morales assez douteuses, comme par exemple le boucle d'or et les 3 ours qui enseignent à vos enfants les vertus du squat, ou encore Ali Baba et les 40 voleurs qui leur enseignent que voler, c'est mal, sauf s'ils n'oublient pas de liquider tous les témoins après. Voyons maintenant le conte du petit poussé. Le petit poussé, jeune garçon appelé ainsi à raison de sa petite taille, qu'on dit pas plus haute qu'un pouce, est le cadet d'une fratrie de 5 garçons que leurs parents, pauvres bûcherons, n'ont plus de quoi nourrir. Ne pouvant se résoudre à voir leur garçon mourir de faim, les 2 parents décident, la mort dans l'âme, d'aller les abandonner dans la forêt pour qu'ils crèvent loin de chez eux. Logique. Mais le petit poussé parvient à guider ses frères jusqu'à la maison grâce aux cailloux qu'il avait sémés sur le chemin. Les parents les emmènent à nouveau se perdre dans la forêt, sauf que cette fois le petit poussé ne parvient pas à retrouver le chemin puisque les miettes de pain qu'il a semées ont été dévorées par des oiseaux. Ouais, bon, ça vaut pas les yeux. Et c'est ainsi que les jeunes garçons se retrouvent perdus dans une forêt sombre et dangereuse. C'est le moment de faire un jet de dés sur la table des rencontres aléatoires en milieu hostile.
36... un ogre. Moi j'ai fait un 48. 48... une belle-mère. Oh! Après s'être égaré dans la forêt, le petit poussé et ses frères tombent sur le manoir d'un terrible ogre mangeur d'enfants et de ses 7 filles qui ne pensent qu'à une seule chose, leur bouffer le cul. L'ogre décide alors de les convier à sa table pour mieux pouvoir les engraisser et les invite à passer la nuit dans son château pour les égorger dans leur sommeil et les dévorer le lendemain. Mais pendant la nuit, le petit poussé, malin comme tout, échange les bonnets de ses frères avec les couronnes portées par les filles de l'ogre, si bien que lorsque l'ogre les touche, il les confond, se trompe et finit par égorger ses propres filles. Mais si, vous savez, c'est pour les enfants. Comme trois pommes qui ne craint personne. Un petit poussé un jour a osé jouer un tour au méchant encore. Les garçons s'enfuient au petit matin et lorsque l'ogre découvre son crime, il devient ivre de rage et part à leur poursuite grâce à ses bottes de 7 lieues qui lui permettent de parcourir de grandes distances en un instant. Pendant qu'il fait une bosse, le petit poussé lui taxe ses bottes et parvient à franchir une grande distance, livrant un message à la reine Nathan qui, impressionné, fait de lui un facteur au service de sa majesté. Fin. Et tout est bien qui finit. Oh mon dieu, ils ont poussé un mec à égorger ses filles? Voilà, pour les enfants. Un petit poussé un jour a osé jouer un tour au méchant ogre. La morale de ce conte, méfiez-vous des petits gamins grégalés chétifs que tout le monde martyrisait. Ils peuvent vous surprendre. Ils ont ri de ma petite taille? J'ai ri de la petite taille de leur bite. Passons maintenant à un autre conte de fées de Charles Perrault, le conte... des fées. Ouais, il s'est pas trop foulé ce coup-là. Dans cette histoire, une mère élève seule ses 2 filles, dont l'une est un vrai canon et l'autre un vrai laideron, le laideron étant pourtant sa préférée. Ce que ne montre d'ailleurs pas du tout son nom, puisque celle-ci il a appelé Fanchon. Non mais sérieusement, qui appelle sa fille comme ça? Ainsi la fille cadette, pourtant belle comme le jour, se fait maltraiter par sa mère et sa sœur et est contrainte aux tâches ingrates de la maison. Alors qu'elle sera un jour à la fontaine pour épuiser de l'eau, elle tombe sur une vieille femme usée et fatiguée qui lui demande à boire. La cadette s'exécute sans savoir qu'il s'agit en réalité d'une fée déguisée pour la tester. Pour la récompenser de sa gentillesse, elle lui offre le don de cracher des pierres précieuses et des roses dès qu'elle ouvre la bouche. Voyant ce prodige, la mère force sa feignasse d'autre fille à aller à la fontaine pour essayer de profiter du même don. Mais la Fanchon, elle s'exécute avec tellement de désobligeance que pour la punir de son hypocrisie, la fée la condamne à la place à cracher des serpents et des crapauds dès qu'elle l'ouvre. Craignant la colère de sa sœur et de sa mère, la belle cadette s'enfuit dans la forêt et tombe sur un prince charmant, à qui elle explique son malheur, tout en crachant des diamants et des fleurs. Le prince, réalisant le potentiel de cette jeune fille, décide de la ramener à son château pour l'épouser, tandis que la sœur aînée, elle, la cracheuse de serpents, est chassée par sa mère et finit par mourir comme une merde sur le bord d'un chemin. Moralité, faut vraiment pas faire chier les fées. Parce que c'est la seule moralité qu'on peut en tirer, franchement, moi je vois que ça. Je pense qu'en fait, à un moment, Charles Perrault en a eu plus rien à foutre de mettre des moralités partout et s'est juste dit, allez, on va juste écrire des histoires où on humile des bitches. Après, il y aurait peut-être une moralité sur les apparences physiques à déceler là-dedans, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez dire d'un conte dans lequel tout finit bien pour une fille belle et tout finit mal pour une fille moche? Tu parles de discrimination sur des canons de beauté irréalistes, ce truc a vraiment été raconté à des gosses en pleine croissance. Perrault voulait leur faire retenir quoi avec ça? Que si vous avez une belle gueule, la vie sera un long fleuve tranquille et que si vous êtes chum, la vie sera une pute? Non, allez, rattrape-toi Charles et répète après moi, les apparences ne font pas tout. Voyons l'histoire de Podane par exemple, oui, l'histoire d'une jeune paysanne habillée comme une clocharde avec une putain de peau de bête sur le dos. That's brutal. Bon, en réalité, c'est une belle princesse incognito qui a fui son château pour échapper à un mariage arrangé dont elle ne voulait pas. Un prince charmant s'en rend compte en trouvant une bague en or dans le gâteau qu'elle avait fait pour lui, il l'épouse, ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants, ouais, mauvais exemple. Bon ben, le conte de Ricalé ou pas alors? Un jour dans un royaume vit au monde une princesse belle comme un cœur, mais en revanche bête comme ses pieds, et dans un royaume voisin, un prince moche comme un cul, mais en revanche un véritable cerveau. Combo comparaison anatomique. Bon, en tout cas, c'est la prometteur tout ça, je veux dire, d'un côté un mec chum mais super intelligent, et de l'autre une fille canon mais un peu coconne, pourrait-on y entrevoir une fin du type accepte-toi tel que tu es? Et ils finissent tous les deux beaux et intelligents et se marient à la fin. Monsieur Perrault, ceux qui n'ont pas été gâtés par la nature vous remercient. Vous avez sans doute remarqué que les contes dont je viens de parler commencent à pas perdre en intensité de hardcore et un peu à s'aligner avec les versions qu'on connaît habituellement. Vous en faites pas, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le conte de La Belle au Bois dormant. Alors ce conte-ci, il est un peu particulier, parce que la fin qu'on connaît habituellement a pas trop été modifiée par rapport à la version originale de Perrault. Voilà, c'est une happy ending un peu traditionnelle, du style ils se marièrent, vécurent heureux, beaucoup d'enfants, etc. En revanche, pour l'écrire, celle-là, Charles Perrault a considérablement modifié la fin d'une version issue d'une tradition beaucoup plus ancienne, et beaucoup plus creepy aussi. Dans la version traditionnelle du conte, un roi et une reine mettent au monde une petite princesse qu'ils appellent Aurore, et décident d'inviter 7 bonnes fées à venir se pencher sur son berceau pour lui donner toutes sortes de dons avec leur magie le jour de son baptême. Le jour de son baptême. Moi, je vais te faire don de la beauté. Cependant, le roi décide de n'en inviter que 7 et choisit d'en ignorer une car il ne possède que 7 couverts pour les recevoir au banquet. Ouais, qu'est-ce qui pourrait bien arriver de mal après tout?
De manière très inattendue, une 8e fée se pointe donc à l'improviste à la cérémonie, furax de ne pas avoir été invitée, et pour se venger, condamne la petite princesse à mourir le jour de ses 16 ans en se piquant le doigt à la pointe de la quenouille d'un fuseau. Mais une 7e fée qui n'avait pas encore utilisé son don modifie le sortilège pour qu'à la place de mourir, Aurore soit plongée dans un profond sommeil, et tout le royaume avec elle, accessoirement, tandis que le roi lui prend des mesures encore plus radicales et fait brûler tous les fuseaux attissés du royaume. J'espère qu'ils aient mis une petite laine de côté quand même. Malheureusement, 16 ans plus tard, la malédiction se réalise, Aurore se pique le doigt à la quenouille d'un fuseau comme une gourde, et voilà, la vie d'une jeune fille détruite, une famille brisée, un royaume entier plongé dans le coma, et tout ça à cause d'une histoire de vaisselle. Moralité, ayez toujours un couvert en plus à votre table. Ou achetez un lave-vaisselle. Tout le royaume s'endort avec elle, jusqu'à ce qu'un prince charmant, passant par là, la réveille d'un baiser d'amour, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, etc., etc. Voilà, c'est cucu, c'est convenu, ça casse pas de pattes à un canard unijambiste, mais ça reste assez soft et en somme une bonne histoire à raconter aux enfants. Contrairement à la version originale du conte issue du Pentameron de l'italien Giambattista Basile, intitulé Le Soleil, la Lune et Thalie, qui, on va le voir, est dans son genre autrement plus glauque. Bon, en tout cas, ça commence pareil, un roi et une reine mettent au monde une petite princesse qu'ils appellent Thalie, dont les devins astronomes prédisent qu'elle sera un jour en grand danger de mort à cause de l'écharpe d'un fuseau. Oui, les horoscopes c'était à ce point précis. Sagittaire, toute votre vie sera potentiellement ruinée par une putain de machine à coudre. Pour éviter ça, le roi fait cramer tous les fuseaux à tisser du royaume, mais manque de bol, la jeune Thalie, se promenant un jour dans le château, tombe sur une vieille femme en train de filer la laine, avec le dernier fuseau à tisser encore intact du royaume, ainsi que la dernière quenouille. Ah tu veux? Et parce qu'étrangement personne n'a pensé à la prévenir de la prédiction, elle se pique le doigt à la quenouille comme une gourde et meurt, mort tout de même récompensée du Darwin Awards pour l'année 1697. Son père, le roi, fou de chagrin, la croyant morte, l'abandonne dans un château en plein milieu de la forêt. Et c'est là que ça se corse. Un prince charmant arrive donc aux abords de la forêt, décide de s'aventurer dans le château. Non, attendez. Taillant de sa lame les buis et les fourrés, il s'aventura alors dans les longs couloirs et les salles de bal poussiéreuses désormais réduites au silence. Jonché des corps des pauvres dormeurs, pris sur place par la malédiction. Il enjamba les malheureux, monta vers la plus haute salle de la plus haute tour, et découvrit, étendu sur un baldaquin doré, baigné par un rayon du clair de lune, le visage radieux de la princesse. Ses paupières closes, masquant les douces rêveries dans lesquelles son esprit était plongé. Ses lèvres roses, pointées vers le plafond, n'attendant que le baiser salvateur. Le prince, ému, prit alors courage en son cœur, s'approcha du baldaquin, se pencha vers la princesse, et la viola sauvagement dans son sommeil. Quoi? Ton enfance est détruite! Mais qu'est-ce que c'est que cette femme détraquée? Non, mais attendez, mais c'est ça le souvenir dont vous avez du prince charmant sur son cheval blanc? Une espèce de pervers vicieux qui agresse les femmes inconscientes? Mais attendez, mais c'est elle aussi, regardez comme elle s'habille. Enfin, on s'en rend pas compte, mais c'était quand même super osé pour l'époque. Et puis aussi, elle était là avec ses yeux fermés et sa taille... Non. Ce genre d'attitude, mais c'est comme le prince dans Blanche-Neige, tiens. Je veux dire, est-ce qu'il savait à l'avance que le baiser d'amour allait la réveiller, ou bien... Mon prince, tu m'as sauvé la vie. Ah, cool, t'es... vivante. Enfin bref, pour en revenir à Thalie, elle accouche dans son sommeil de 2 jumeaux, un petit garçon et une petite fille, que le conte appelle Soleil et Lune. Et c'est seulement lorsque le petit garçon se met à sursauter le doigt de sa mère qu'il en retire l'écharde qui était toujours plantée là et la réveille. Et c'est ainsi que Thalie est à nouveau en vie et tout à fait libre d'épouser le prince qui l'a violée. Ouais, une vraie happy ending comme on savait en faire à l'époque. Bon après, on va pas trop s'attarder sur la fin du conte, dans lequel on apprend que ce prince était déjà marié, que sa femme jalouse a essayé de lui faire manger ses 2 jumeaux, qu'elle a échoué, qu'il l'a jeté au bûcher pour pouvoir se marier avec Thalie. Non, vraiment, n'en parlons pas et tâchons autant que faire se peut d'en garder une image la plus positive possible. Ouais, c'était mal barré. Voilà, que dire de plus après ça? Quand on dit conte de fées, quels sont les premiers éléments qui viennent à l'esprit? Des fées, des sorcières au nez crochu, des ogres, des créatures magiques, des animaux qui parlent, des princes vaillants, des princesses en robe à paillettes, comme si on était en plein carnaval sous LSD. Alors que, en réalité, ces contes c'était surtout des infanticides, du gore, des meurtres conjugaux, du sang, des supplices atroces, encore du gore, encore des infanticides, encore du sang, des peaux de bêtes écorchées, des filles qui crachent des putains de serpents. Brutal. T'avais pas honte de montrer ça des gosses? Mais évidemment que ça s'est mal terminé, comment voulez-vous que les gamins de l'époque retiennent quoi que ce soit si vous les terrorisiez pas avant? Je rappelle que les contes dont on parle relèvent d'une tradition datant d'une époque où les enfants ne restaient jamais des enfants très longtemps et devaient devenir des adultes responsables très vite. C'est pour ça que les contes de fées tout en s'adressant aux enfants avaient des fins aussi horribles et brutales, parce qu'il fallait les sortir de l'innocence le plus rapidement possible. Alors que les contes de fées qu'on lit aux enfants aujourd'hui, c'est des versions épurées, dans lesquelles on a gommé tous les aspects potentiellement choquants mais aussi potentiellement formateurs. Du coup, ça gâche un petit peu l'intérêt que donnait Charles Perrault aux moralités à la fin des contes. En ce temps-là, c'était un peu plus à la dure. Charles Perrault ne voulait pas se contenter de délivrer des leçons de vie basiques et plan-plan du style « dis merci à la dame ». Dans toutes les traditions qu'il a réunies, il a choisi de conserver les éléments les plus sordides pour délivrer plus qu'une leçon de vie, un avertissement. L'avertissement que dans la vie tout n'est pas rose, que parfois ça finit mal, que le pire peut arriver et qu'il faut y être préparé. Parce que franchement, vous voulez leur faire retenir quoi comme leçon sur la vie aux gamins avec des contes comme ça? Et alors, le prince emporta la princesse sur son fier destrier blanc.
Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tu as compris, ma chérie? Oui, quand je serai grand, je tomberai dans tous les pièges comme une gourde parce qu'il y aura toujours un prince charmant pour venir me sauver. Je suis tellement fier de toi. Après voilà, je sais pas... Tenez, prenez cette tournure hyper connue à la fin des contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et touchèrent beaucoup d'allocs. Voilà, le happy ending du mariage heureux et tout. Qu'est-ce que ça aurait donné en version conte de fées du XVIIe siècle? Et c'est ainsi que le prince délivra héroïquement la princesse. Ils se marièrent et... And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Toutes sortes de choses s'en suivirent. Voilà, cette deuxième vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire ou à la partager. Si le concept de l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vidéo du Libraire Terre ou à la page Facebook de l'émission Littéraculte pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'était le Libraire Terre qui vous dit libérez-vous, ouvrez-vous l'esprit et lisez, lisez, lisez beaucoup. Ou pas. Faites comme vous voulez. Je peux votre mère.